Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto on-chain. Aujourd'hui, premier tuto, ça va être le premier épisode d'une série de tutos qui va être assez longue, qui va être étalée dans le temps au cours des prochaines années, 2024-2025, et qui va nous permettre de créer une base d'outils et de ressources qui vont vous permettre à vous, les toasters, de pouvoir développer vos propres pensées, vos propres analyses grâce à des outils gratuits et le plus souvent, idéalement, open source sur de l'analyse on-chain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des sites, pas nécessairement les plus anciens, mais un des sites que j'ai utilisé dans mes tout débuts, qui s'appelle The Bitcoin Research Lab. À l'époque, ça s'appelait un peu différemment, mais on a des nouveautés qui viennent d'arriver. Il y a une nouvelle bêta, d'ailleurs, qui vient d'arriver. Je vous l'ai présenté dans le post qui est paru le 19 mars. Donc, qu'est-ce que Bitcoin Research Lab? Et avant tout, qui est derrière Bitcoin Research Lab? On va d'abord faire un petit peu d'histoire, puis je vais vous présenter rapidement le suite, et ensuite on va s'intéresser à l'outil. On va faire une présentation de l'outil, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil, quelles métriques sont intéressantes à observer, bref. Voilà pour un petit topo. Qui est The Bitcoin Researcher? Alors The Bitcoin Researcher, c'est simple, c'est un anonyme, c'est quelqu'un comme vous, comme moi, qui n'a pas voulu dévoiler son identité. C'est un chercheur en data on-chain indépendant qui a créé du coup le Bitcoin Lab, comme il l'appelle lui-même, un Open On-Chain Analysis Suite, du coup une suite d'outils ouvertes pour l'analyse on-chain. Et son objectif, je le connais assez bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs occasions, qui me disait souvent, c'est mon objectif, c'est de réussir à créer un outil qui ressemble à l'outil de Glassnode, mais qui soit totalement ouvert et totalement gratuit. Donc je vous laisse imaginer le boulot qu'il y a derrière le développement d'une telle application, c'est-à-dire déjà lancer les nœuds Bitcoin, réussir à récupérer les données, à les synthétiser, à les contextualiser, à les visualiser aussi de manière relativement pertinente. Donc vraiment, The Bitcoin Researcher, pour le coup, il a fait un énorme boulot. Si jamais vous avez l'occasion de le suivre sur Twitter ou de le voir un petit mot pour le remercier, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je suis très reconnaissant envers son travail. C'est une des personnes qui m'a vraiment donné envie de continuer l'analyse on-chain quand je rencontre des difficultés. Et c'est grâce à son site que j'ai pu notamment me rendre compte de tout ce qui était possible de faire, de toutes les facettes de l'analyse on-chain qu'on pouvait regarder comme si c'était une sphère à 360 et qu'on pouvait avoir 360 angles différents pour observer la blockchain de Bitcoin, vraiment. Donc je vous invite grandement à lui donner un peu de chaleur humaine parce que il le mérite vraiment et il fait tout ça pour tout le monde de manière totalement gratuite. Donc c'est vraiment quelqu'un de super cool. Et il a développé un super outil. D'abord, on va passer rapidement par le site de présentation de cet outil. Donc c'est un site assez classique qui donne plusieurs updates sur tout ce qui se passe au niveau du coup de cet outil. Vous avez à chaque fois les différentes versions, les différentes mises à jour qui sont là. Là du coup il a totalement changé le framework et donc c'est une nouvelle bêta qui vient de sortir. Mais vous avez aussi quelque chose d'intéressant, notamment des tutoriels qui vous permettent de savoir comment mesurer différents aspects du réseau Bitcoin, notamment ici par exemple le Bitcoin Network Usage, donc l'utilisation du réseau Bitcoin, donc qui va vous donner plusieurs informations avec des tutoriels didactiques pour suivre des comportements sur le marché du Bitcoin. Pareil sur les différentes cohortes d'investisseurs qui sont sur le réseau et qui peuplent le réseau, il va vous donner plusieurs informations à ce sujet. Du coup, je vous invite à le lire, honnêtement, c'est de l'anglais, mais c'est de l'anglais relativement simple. Il essaie d'expliciter au maximum et il fait vraiment des super choses. Et il a aussi des petites visualisations ici, dans un truc qui s'appelle le Spectacular Journey of Bitcoin, donc des animations de différents comportements on-chain qui sont hyper intéressantes. Une de mes préférées, c'est celle-ci, c'est l'évolution du coût de base moyen du marché à travers le temps. Je vais vous laisser regarder un petit peu pendant que j'explique. En gros, pour faire simple, on va aller mesurer le prix d'achat de chaque UTXO qui circule sur le marché à travers le temps, et donc ça va nous permettre de visualiser à quel point et à quel moment les utilisateurs vont acheter beaucoup de Bitcoin et aussi à quelle phase ils vont l'acheter et le dépenser. Donc ça va vous permettre d'avoir une espèce de signature de où est-ce qu'il y a la plus grosse densité de Bitcoin qui ont été détenus, où est-ce qu'il y a la plus grosse densité de Bitcoin qui sont achetés en ce moment, comment est-ce que ces deux niveaux peuvent réagir en forme de résistance ou de support l'un par rapport à l'autre, et ça vous donne aussi une idée de quelle zone a dépensé plus ou moins de Bitcoin. Par exemple, en ce moment là, on voit qu'il y a beaucoup d'accumulation à ce moment-là, mais on voit qu'il y a la diminution à ce moment-ci. Du coup, les Bitcoins qui sont vendus à ce moment
comportements-là, ces UTXO-là, ils sont dépensés ici à profit. Donc ça peut être très intéressant à observer. Je vous invite à aller suivre ses tweets, hein. C'est très très clair dans la manière dont il explique, et même moi-même j'ai déjà fait quelques petits gifs comme ça par le passé. C'est vraiment une méthode très didactique et très visuelle qui nous permet de suivre le comportement de dépense ou d'accumulation, et aussi la rentabilité latente et la rentabilité réalisée des investisseurs de Bitcoin. Du coup, des petites choses, des petites animations très très sympas. Et sur ce site, on peut aussi retrouver du coup les charts, donc les données on-chain. Et si je clique ici, ça va me ramener directement sur l'outil qui nous intéresse ici. Alors, je vous rappelle, c'est une application web qui est encore en phase de bêta. On est à la version 0.4.23, donc on est vraiment sur quelque chose qui tient encore à devenir quelque chose de meilleur, qui est encore en développement, qui va certainement s'améliorer. Il va encore avoir des modifications, peut-être dans l'UX ou dans l'UI, donc dans l'interface utilisateur ou dans l'expérience utilisateur, mais c'est déjà une application qui fait un excellent taf. Vous avez une petite option ici qui vous permet de vous connecter. Alors vous connecter, c'est juste un mot de passe et un mot de passe et une adresse mail, pardon. En fait, ça vous permet juste d'avoir tout, de pouvoir noter des favoris ici, comme ça vous pouvez avoir vos métriques favorites directement sur votre session, ce qui vous permet de ne pas avoir nécessairement à chercher dans toutes les sections et d'avoir directement les métriques qui vous intéressent disponibles. Alors le site, ou plutôt l'application, elle se scinde en plusieurs parties. Vous avez 3 variables, vous pouvez donc cumuler 3 métriques sur un seul graphique en même temps si vous le souhaitez. Elles peuvent se superposer ou non, et vous avez différents moyens d'interagir avec ces différentes variables. Vous avez notamment ici les filtres, donc vous pouvez avoir différents types de filtres qui sont indiqués juste ici. Donc nos filtres, ça va être les data pures, ensuite des moyennes exponentielles, des moyennes simples, des scores avec des tendances à déviation, donc des z-scores, des deltas entre deux différents jours. Bref, vous pouvez aller voir par vous-même. Il y a énormément de types de filtres que vous pouvez apposer sur une donnée. Évidemment, vous pouvez choisir la période de temps sur laquelle vous la posez. Vous pouvez aussi choisir sur quel axe va se situer votre métrique. Imaginons que vous avez 2 données qui mesurent des pourcentages, notamment le pourcentage d'offres en profit pour les investisseurs à long terme et à court terme par exemple, et ben vous pouvez les mettre sur le même axe, par exemple l'axe 2, pour avoir une donnée qui est relativement cohérente avec l'autre donnée. Bien sûr, vous pouvez aussi interagir pour savoir si vous voulez avoir une échelle linéaire, logarithmique ou même un pourcentage. Ça s'applique pas à toutes les métriques, notamment la métrique ici, là, le price risk metrics, il n'y aura pas de pourcentage qui sera applicable dessus. Et ensuite, après, vous pouvez voir si vous voulez rendre la métrique visible, si vous voulez remplir le fond ou pas, si vous voulez l'accumuler avec une autre métrique ou pas. Tout est bien décrit. Voilà, regardez. Là, il y a directement ici les petites annotations qui s'affichent. Du coup, vous avez toute une indication qui vous permet de comprendre à quoi sert chacune des options. Donc, quelque chose qui est relativement didactique, hein, qui vous permet vraiment de comprendre où est-ce que vous allez. Il y a aussi une annotation. Si vous cliquez ici, vous pouvez avoir des infos sur l'annotation. Alors, petit hiatus par rapport aux annotations, elles ne sont pas encore toutes prêtes. Je suis en train d'ailleurs activement d'aider The Bitcoin Researcher à produire ces annotations, mais pour l'instant elles ne sont pas prêtes. D'ailleurs, pour le price risk metric par exemple, voilà, ici vous verrez, il n'y a rien de bien pertinent parce que elle n'est pas encore prête, quoi. Si on va en regarder une autre, peut-être que le prix réalisé, voilà, le prix réalisé, vous avez déjà ici une annotation bien plus concrète. Celle-ci, c'est pas moi qui l'ai rédigée, il me semble que c'est lui, mais voilà, vous pouvez déjà avoir une annotation qui vous permettra de bien mieux comprendre qu'est-ce que cette métrique, avec une explication un peu plus avancée, une formule mathématique pour essayer de comprendre comment est-ce qu'est computée, comment est-ce qu'est calculée la métrique, une interprétation pour essayer de savoir comment est-ce qu'elle est utilisée. Mais vous voyez ici que bon, c'est encore sous développement, donc essayez d'être relativement indulgent avec ces annotations parce qu'elles sont encore sous développement et que bon, on essaie de faire de notre mieux, mais ça prend du temps de développer un site comme ça, et du coup c'est pas si simple que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, vous avez 3 différents types de variables que vous pouvez cumuler. Vous avez différentes annotations, différents filtres, différentes manières d'interagir avec la métrique. Bien sûr, vous pouvez aller choper le graphe directement et aller sélectionner une des sections qui vous intéresse pour essayer de chercher la période qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez directement toucher le graphe. Alors il y a une chose qu'on aurait aimé développer mais qui est encore en phase et qu'on n'arrive pas encore à faire, c'est que là par exemple je peux prendre les axes et les déplacer de haut en bas ou de droite à gauche pour essayer d'avoir de la hauteur au niveau du prix ou de l'amplitude au niveau du temps. Mais ce qu'on aurait essayé de faire, c'est essayer de scroller. Voilà, là par exemple, vous le voyez pas sur votre écran, mais j'essaie de scroller avec la molette de ma souris pour faire en sorte que ça puisse varier, mais
en conservant le même axe avec les mêmes proportions, on n'en est pas encore là. Donc il y a encore quelques petites choses à faire. Encore une fois, c'est une application qui est en développement, mais malgré le fait qu'elle soit en développement, elle peut quand même donner des datas assez incroyables. Alors déjà ici, voilà, vous avez tout le set de données, vous avez même quasiment plus de données que sur Glassnode pour certaines choses. Donc vous avez vraiment de tout. Vous avez les captations réalisées, vous avez les prises de perte, les prises de profit, vous pouvez trouver aussi la prise de perte latente, donc ou pas. Donc la prise de profit ou de perte, ça va être la décision des investisseurs vis-à-vis d'un certain contexte. La prise de la rentabilité latente, ça va être le contexte en question qui va pousser certains investisseurs à prendre ou pas des profits, donc le stress financier, les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Vous avez des métriques vis-à-vis des UTXO, vous avez aussi des métriques vis-à-vis de la variation de l'offre. Est-ce que l'offre à court terme est en train d'évoluer plus à la hausse, plus à la baisse? Est-ce que les investisseurs à long terme, quand on mesure leur offre, on voit qu'ils sont plus en train de distribuer, plus en train d'accumuler? Vous avez des métriques vis-à-vis des statistiques du réseau, vis-à-vis des volumes qui circulent sur le réseau. Vous avez tellement de choses. Je pense que si vous voulez, on fera un tutoriel plus approfondi pour voir exactement tout ce qui est proposé. Mais là, l'objectif, c'est de vous en faire un tutoriel sommaire, de voir comment le prendre en main dans sa globalité et de vous présenter quelques-unes des métriques. Donc, on a vu qui était The Bitcoin Researcher, on a fait un petit tour par le site et on a vu un peu ce qu'il offrait avec 2-3 animations assez sympathiques à observer. On a fait un tour de l'interface dans son ensemble. Maintenant, je vais vous présenter quelques métriques que je trouve pertinentes et qui ont été d'ailleurs présentées pour la majorité d'entre elles au cours du tuto écrit que je vous ai publié le 19 mars. Donc on va faire un petit tour, on va commencer par le Price Risk Metric. Alors, c'est une métrique un peu compliquée à expliquer parce qu'elle se base sur des études statistiques un peu poussées. En gros, pour faire très simple, durant la fin de l'année 2023, Glassnode et Ark Invest ont, par le biais de David Puel, leur analyste on-chain, et Checkmate, l'analyste on-chain de Glassnode, l'analyste en chef de chez Glassnode, mon sensei, ont développé un nouveau cadre d'analyse pour étudier le comportement des dépenses sur le réseau Bitcoin. C'est passé relativement inaperçu et moi-même j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est très complexe, parce que c'est très dense et que pour arriver à le régurgiter comme ça à une audience qui est pas experte, c'est assez complexe. Il faudrait que je m'y mette, mais ça prend quand même du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est capable de mesurer les moments durant lesquels il y a beaucoup d'anciens tokens, d'anciens bitcoins qui sont dépensés à profit, et les moments où il y a vraiment pas beaucoup de bitcoins qui sont dépensés, où il y a plutôt de la prise de perte et où il y a beaucoup d'accumulation. Et en bleu, on va retrouver les périodes où il y a énormément d'accumulation, où il y a de la prise de perte, ce qui nous signale les bottoms de marché haussier à chaque fois. Et en rouge, on va trouver les périodes où il y a beaucoup d'anciens bitcoins qui sont remis en circulation et où il y a beaucoup de prises de profit qui sont en cours. Donc ça, c'est les tops de marché. Entre les deux, on est sur des zones relativement neutres où on peut voir des moments où le marché est en train d'augmenter vers la surchauffe ou des marchés en train d'augmenter vers la survente. Ce qui nous permet d'avoir un indicateur, encore une fois, absolument gratuit, qui vous permet de naviguer de manière beaucoup plus simple au cours des cycles et du coup d'avoir une vision beaucoup plus saine, de savoir un peu mieux où est-ce que vous vous situez et donc d'avoir une prise de décision et potentiellement une prise d'investissement qui sera beaucoup plus claire. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est super intéressant. Il n'est pas nécessaire de vraiment comprendre à fond la métrique pour savoir comment l'utiliser. Voilà, vous savez que quand on est vers du bleu, c'est une très très bonne zone pour accumuler. Quand on est vers du jaune, c'est une très très bonne zone pour commencer à distribuer. Et quand on est entre les deux, c'est qu'on est dans un changement de tendance. Quand on a fini d'être dans le rouge et qu'on est vers du jaune et qu'on va passer vers du bleu, c'est qu'on est dans un bear market qui est en train de croître et en train de s'exprimer vers la fin d'un bear market. Et quand on a eu du bleu, donc on était dans un bottom de bear market et qu'on est en train d'avoir un prix qui augmente et des tendances qui vont vers des couleurs plus chaudes, et bien c'est qu'on a un bull market qui est en train de se développer et qui va arriver vers sa tendance d'euphorie et de mania. Donc c'est quelque chose qui est relativement didactique, évidemment. Le fait d'avoir une métrique qui est directement, une couleur qui est directement appliquée sur le prix, ça permet d'avoir une visibilité, une vision qui est beaucoup plus claire. Mais c'était une métrique que je voulais vous présenter parce que je la trouve très pertinente. Elle est vachement bien quand on l'utilise en 730 jours. Donc vous pouvez vous l'utiliser en 1 an, en 2 ans, en 4 ans, en plusieurs années. Mais en vrai, en 2 ans, c'est vraiment là que les signaux sont les meilleurs. Sinon, ça peut être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Donc là, vous avez vraiment un alignement très très clair. Ce qui nous permet d'ailleurs de voir en ce moment qu'on est juste en train de s'échauffer. On se situe à peine au niveau de ce qu'on a connu en juin 2017 ou en décembre 2020. On voit bien qu'on vient de casser la TH, mais qu'on est très très loin d'être vraiment dans une énorme phase de surchauffe. Donc rien que là, on est capable de savoir aujourd'hui que
même si on a cassé les 73 000 $ et qu'on a une belle correction, bah en fait, vous en faites pas, on est très très loin d'avoir un top de marché et on n'a pas du tout suffisamment d'entités qui sont en train de dépenser des bitcoins anciens et on n'a pas du tout assez de profits importants qui sont réalisés pour dire qu'on est en surchauffe. Donc vraiment, métrique très importante pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le marché et comment se positionner sur du long terme. C'est une métrique qui est utilisée notamment sur du long terme. Ensuite, on va avoir une autre métrique que vous connaissez déjà, qui est aussi suffisamment intéressante. Et je vais en profiter pour vous montrer quelque chose, c'est que si vous voulez changer d'une métrique à l'autre, il faut cliquer sur le visible or not visible, histoire d'être sûr que la métrique va s'afficher ou non. Donc là, je vais l'afficher et je vais désafficher celle-là. Vous voyez, là, je viens de cliquer, il y a un petit temps, il y a ici le petit updating qui est en cours. Voilà, ça prend entre 2 et peut-être 10 secondes des fois pour que la métrique se charge, parce que bah, évidemment c'est un site qui est gratuit, les ressources sont limitées et puis il est encore en développement, donc bon bah voilà, je pense que vu tout ce qui vous est offert, vous serez capable de comprendre que 10 minutes de chargement pour une métrique qui vaut, par exemple comme celle-ci ou comme l'autre, plusieurs milliers de dollars d'abonnement par année sur Glassnode, bon bah 10 secondes, c'est peu cher de votre temps à dépenser pour accéder à de telles données. Une donnée que vous connaissez certainement, le prix réalisé à court terme, le prix d'achat moyen des bitcoins qui sont âgés de moins de 155 jours. Parce que oui, ici, il récupère le cadre d'analyse de Glassnode avec la dichotomie STH-LTH, donc le fait d'avoir des investisseurs à court terme qui détiennent des bitcoins depuis moins de 155 jours et des investisseurs à long terme qui détiennent des bitcoins depuis plus de 155 jours. On retrouve la même méthodologie ici, et donc on est capable ici de retrouver notre fameux STH Realized Price, le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui nous sert de support durant les tendances haussières et qui nous sert de résistance pendant les tendances baissières. Donc évidemment, c'est ce qu'on a observé au cours de l'année 2023 et 2024, notamment en janvier 2024 où il a fait un super usage de support et après on a eu la super hausse qu'on a actuellement. Aujourd'hui, il est situé aux alentours des 54 $, enfin 54 000 $, excusez-moi, alors que le prix à l'heure actuelle se situe aux alentours des 62. Du coup, avec un prix de top local au niveau des 73 et une baisse jusqu'au 54, on serait aux alentours d'une correction de moins 25 à moins 30%, ce qui est tout à fait normal durant une correction volatile de marché haussier. Donc ça pourrait nous donner une zone potentielle d'accumulation de dernier recours. Si jamais le prix du Bitcoin va jusque là, c'est pas le moment de paniquer et de se dire que le boule est mort, c'est le moment de se dire bah justement là on a vraiment un prix en solde et ça va certainement repartir plus tard parce que ça va être une opportunité d'achat tellement intéressante que les investisseurs à court terme qui justement sont là et ont confiance en la tendance vont probablement plus doubler la mise au niveau de leur coup de base plutôt que de paniquer et de vendre en perte. Donc c'est un très très bon signal qui est à suivre et encore une fois vous pourrez le suivre de manière quotidienne, hein. Vous voyez oui, ici vous avez la date à laquelle l'application a été mise à jour et les données ont été mises à jour pour la dernière fois avec la hauteur de bloc, donc c'était le 18, voilà, aujourd'hui on est le 19, du coup il y a une latence d'une journée, voilà, des fois il se peut que vous ayez les journées de la veille et pas du jour, mais dans l'ensemble ça vous permet quand même de très très bien situer le prix. Si vous zoomez, voilà, vous regardez un peu et vous avez déjà une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe sur le marché, ce qui vous permet de ne pas paniquer, de sortir un peu, de dézoomer d'une certaine manière pour vous dire bon, allez, c'est pas si grave que ça. Donc c'est très très bien, si jamais vous doutez, vous allez regarder un peu le prix réalisé à court terme, vous allez regarder quelques métriques et vous allez être capable de savoir un peu ce qui se passe en ce moment sur le marché et aussi quels signaux et quels niveaux surveiller si jamais vous voulez prendre position à tel ou tel moment. Et d'autres métriques qui peuvent être intéressantes pour ça et on pourra peut-être en reparler à un autre moment si vous le voulez, mais ce sont toutes les métriques qui sont dans la distribution des UTXO, notamment les URPD qui peuvent être très très importants, mais vous avez déjà des tutos sur les URPD directement sur Cryptos Research. On va continuer avec une autre métrique. Là, pour l'instant, vous voyez qu'on s'intéresse surtout à des métriques par rapport au marché qui nous donnent des signaux par rapport au prix du marché. On va avoir une autre section juste après, mais je voulais quand même continuer là-dessus. On va quitter notre prix réalisé à court terme et on va aller chercher une analyse statistique de la rentabilité latente des investisseurs à long terme. Donc le MVRV-ZDLTH. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du chinois? Non, c'est simplement l'étude statistique de la variation du MVRV des investisseurs à long terme. Dit autrement, c'est à quel point la rentabilité latente des investisseurs à long terme, elle varie à travers le temps. Et ça va nous permettre de situer deux choses. Est-ce que les investisseurs à long terme sont en profit lorsque le MVRV-ZLTH est au-dessus de 1? Est-ce que les investisseurs à long terme sont en perte quand le MVRV-ZLTH est en dessous de 1? Quand on est en dessous de 1, c'est simple,
ça coïncide avec tous les bottoms de marché baissier. Ce sont les zones d'accumulation qui sont signalées quand la métrique est en dessous de 1 et quand elle est en dessous de 0, excusez-moi, et quand elle est négative. Donc voilà, il y a des groupes privés qui vous font payer plusieurs milliers d'euros par mois pour avoir accès à des informations qui ne sont pas aussi pertinentes. Là, vous l'avez encore une fois de manière totalement gratuite sur le site, sur l'application Bitcoin Research Lab. Ça vous coûte rien, c'est gratos. Et je peux vous dire que j'utilise ça depuis un bon moment et ça m'a permis d'acheter tous les bottoms. Encore une fois, c'est pas un conseiller d'investissement. Moi, je vous montre juste qu'il y a des outils très très pertinents qui peuvent vous permettre d'avoir des prises de décision beaucoup plus rentables et qui vous permettent de détruire la symétrie d'information, qui vous permettent de faire partie des 5% d'investisseurs qui vont être rémunérés quand les 95% des autres vont être perdants. Très intéressant comme données. Et si on regarde d'ailleurs actuellement, elle nous permet de voir que la rentabilité latente des investisseurs à long terme, des hodlers, des gens qui sont là sur plusieurs cycles, elle est à peu près de 3,5 en ce moment, donc elle est à peu près de fois 3,5 par rapport à leur coût de base, donc ils ont fait un plus 450, c'est quand même costaud, hein. Voilà, imaginez que vous avez un coût de base, vous avez acheté un bitcoin avec un certain prix et que maintenant vous avez une rentabilité de fois 3,5 sur votre achat, c'est ce qui se passe à ce moment pour les investisseurs à long terme. Pour les cycles précédents, on a pu atteindre des multiples de x11, voire voilà, x8. Donc quand on regarde actuellement les valeurs de x3,5, on se dit qu'on a encore de la marge et il est très possible qu'on atteigne des valeurs de x5 à x6. Tout ça pour dire que si on regarde et qu'on prend l'ensemble du marché sur plusieurs cycles, on se rend tout à fait compte qu'actuellement on est très très loin de la surchauffe. On est à peine au niveau de ce qu'on a pu connaître, voilà, avec 3,8, au niveau encore une fois de novembre-décembre 2020, avec 3,2 ou 5 ici, de ce qu'on a connu en mai 2017. Du coup on est très très loin de la surchauffe et il est encore très intéressant de se positionner, même si bon, il aurait été intéressant de se positionner plutôt au niveau du bottom quand on était à 16 000 et peut-être pas à 73 000, voilà, il y a peut-être un gros delta, mais encore une fois on vient à peine de casser la TH. Du coup si au regard de cette métrique on voit qu'on est très très loin de zone d'immense surchauffe, donc ça peut être toujours assez intéressant vis-à-vis des investisseurs à long terme et vis-à-vis d'un positionnement sur du court moyen terme ici de se positionner. Donc vous voyez qu'avec certaines métriques qui étudient le comportement, la rentabilité et la statistique des marchés pour notamment le cours du Bitcoin, eh bien déjà on est capable d'avoir des signaux qui sont assez pertinents. Des signaux qui sont sympas et encore une fois sont totalement open source et gratuits, donc c'est très très cool. D'ailleurs le GitHub est ouvert, hein, donc c'est encore une fois open source et gratuit. C'est pas seulement gratuit, vous pouvez aller auditer le code vous-même si vous voulez. C'est assez cool. Maintenant qu'on a vu ça, c'est cool, hein, c'est assez pertinent et c'est assez intéressant de pouvoir avoir des métriques relatives au marché qui nous permettent de nous positionner ou du moins de pouvoir mesurer l'état du marché et le comportement des investisseurs vis-à-vis d'un moment donné. Mais on peut aussi faire quelque chose d'autre, on peut aussi observer l'état du réseau. Et voilà, je voulais vous présenter un petit peu 2-3 métriques qui observent l'état du réseau. Parce que c'est important, parce que Bitcoin, avant d'être un marché financier, avant d'être un actif spéculatif, comme le disent bon nombre détracteurs, c'est aussi un réseau. C'est aussi un outil qui vous permet de transférer de la valeur et donc, avec des pairs, de faire partie d'un réseau. Et donc c'est important aussi pour moi de vous montrer qu'on est capable de mesurer ce qui se passe sur le réseau. Notamment, par exemple, ici, on va avoir une maîtrise des adresses actives avec différents groupes. En plus, on est capable d'avoir différents groupes, donc c'est vachement cool. Si on clique ici, moi je double-clique, hop là. En double-cliquant, j'isole ici le prix et les adresses qui détiennent entre 0 et 0,1 Bitcoin, est-ce qu'elles sont actives ou pas? On voit que pouf, on a un joli pic d'activité des adresses qui détiennent entre 0 et 0,1 Bitcoin au cours des derniers mois, au cours du mois de mars, mais on voit qu'on n'est pas du tout au niveau de valeurs comme celles qu'on a pu observer en janvier 2021, donc on n'a pas du tout la hype au niveau des petits porteurs qu'on avait vu au niveau du cycle dernier. On va dézoomer un peu, on va partir sur une échelle de temps. Ici, vous pouvez choisir la time frame de votre analyse. On va partir sur du 9 ans. Donc voilà, là, on va avoir un petit updating. Ça va nous prendre quelques secondes, histoire que le graphique charge. Mais ça ne devrait pas être très très long normalement. Et voilà, déjà on y est. Et on voit que on a vraiment une explosion de l'activité des petits porteurs. Je vais repartir sur notre graphique ici. Une explosion de l'activité des petits porteurs au niveau des zones d'euphorie. Et on voit qu'on n'est pas du tout encore là-dedans. Ou du moins, si on y est, on est encore au tout début. On peut observer d'autres cohortes. Par exemple, on peut observer la cohorte qui détient entre 100 et entre 10 et 100 bitcoins. Eux, bizarrement, ils sont pas très très actifs en ce moment. Mais si on va regarder plutôt du côté des whales, on va regarder notamment ceux qui détiennent entre 100 et 1000 bitcoins, on voit que au niveau
de certains bull markets, on peut avoir un début d'activité qui peut être assez intéressant. Et là, ici, on voit que hop là, ça commence tranquillement pas vite à devenir un peu parabolique. On voit qu'on commence à avoir une activité de certains acteurs de l'écosystème à ce niveau-ci. Donc c'est assez intéressant à observer. Idem pour les cohortes qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins. On va pouvoir être capable d'observer que bon bah là le prix il a continué d'augmenter et bah boum là on a une augmentation aussi de l'activité des grosses whales. Donc on a les petits porteurs et les gros porteurs qui sont en train de s'activer en ce moment. Ça peut être intéressant de le savoir pour différentes raisons. Mais on peut aller chercher aussi d'autres informations. On peut aussi aller par exemple regarder, bah, on a une utilisation avec des adresses qui sont relativement actives sur le réseau, très bien, mais est-ce qu'on a des volumes? Est-ce qu'il y a beaucoup de bitcoin qui circulent sur la chaîne en ce moment? Eh bien voilà, on est capable d'y répondre avec le volume de bitcoin qui est dépensé à un moment. Et on voit qu'on a ici un comportement relativement cyclique avec une chute du volume de transfert pendant les marchés baissiers parce qu'il y a de moins en moins d'activité, il y a de moins en moins de spéculateurs, il y a seulement ceux qui sont là pour utiliser à long terme Bitcoin qui restent, donc ouais, ça fait beaucoup moins de personnes. Exactement ce qu'on est capable d'observer ici aussi. Et durant les marchés aussi, on est capable d'observer des upticks, on est capable d'observer des hausses ponctuelles. D'ailleurs, même pendant certaines reprises ici, on est capable d'observer des hausses de l'activité, des hausses du volume de transfert, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent détenir ou qui veulent vendre du Bitcoin, et donc il faut que ça circule sur la chaîne. Et on est capable aussi d'ailleurs de les observer au niveau des bottoms. Si vous regardez ici le bottom de 2018 ou le bottom de 2022, eh bien on se rend compte qu'à ces moments-là, on a aussi beaucoup d'activité. Pourquoi? Parce que c'est la grande panique, parce que c'est le moment le plus douloureux du marché baissier. Et donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui paniquent et qui vont vendre à tout prix parce qu'ils sont là, c'est la fin du monde, il faut que je vende du Bitcoin. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, s'ils sont plus résilients, se disent c'est l'opportunité d'une vie, il faut, grâce aux données de Bitcoin Research Lab, avec le fait que je sais que ici on est dans une zone très intéressante à l'achat, il faut que je me positionne. Et du coup, ces personnes-là, évidemment, elles sont aussi actives et ça crée des volumes. Donc voilà, ça peut être intéressant d'observer ces différentes dynamiques. Un dernier graphique qu'on est capable de voir ensemble, ça va être le graphique qui mesure les frais. Les frais, ça nous permet de savoir à peu près quelle est la demande d'espace de bloc en ce moment sur le réseau, et donc est-ce qu'il y a vraiment une urgence, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'activité on-chain ou pas, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à payer pour que leurs transactions soient incluses dans les prochains blocs. Au niveau des bull market et des fins de bull market, on a vraiment quelque chose qui est très significatif, on a vraiment des hausses, des frais qui sont tout à fait visibles, et pourtant actuellement on voit qu'on n'a pas énormément de choses qui se passent. On a eu 2 pics très importants ici qui sont liés aux inscriptions, donc c'est une métrique qui aura tendance à varier avec le temps, parce que maintenant on a une autre dynamique, il y a les inscriptions qui viennent remplir l'espace de bloc inutilisé et rendre plus efficace la dépense de Satoshi pour l'inclusion dans les blocs des transactions, donc c'est assez intéressant à observer. Mais on voit qu'actuellement, on a des frais payés qui sont relativement faibles en fait en soi, ce qui nous indique qu'il n'y a pas encore d'urgence, il n'y a pas encore énormément d'investisseurs, notamment de nouveaux entrants, peut-être des newbies, des gens qui n'ont jamais utilisé Bitcoin avant, qui sont en train d'arriver, mais parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de congestion du réseau simplement. Donc ça nous indique encore une fois qu'on est relativement early dans ce cycle haussier. Donc voilà, je vous ai fait un tour de qui était de Bitcoin Researcher, de son site, des petites animations qu'il pouvait nous proposer, de aussi sa proposition de valeur, pourquoi est-ce qu'il a créé ce site. On a pu ensuite voir ensemble quelques métriques qui nous permettent d'analyser le contexte de marché, mais aussi d'analyser l'usage que ont les utilisateurs du réseau Bitcoin à travers du coup son outil. J'espère que ce tuto vous aura plu, c'était un tuto qui était relativement rapide, qui était relativement simple. J'espère pouvoir m'améliorer. Si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les communiquer parce que j'aimerais vraiment pouvoir m'améliorer et vous proposer des tutoriels qui soient de plus en plus didactiques. Et une dernière chose, s'il vous plaît, comme ce site est en développement et que je participe avec Bitcoin Researcher à son développement de manière active, si vous avez des commentaires, si vous avez des recommandations, si vous découvrez certains petits bugs ou certaines choses qui pourraient être améliorées, n'hésitez pas aussi à nous le communiquer parce que on travaille dur pour faire en sorte que cette application soit de plus en plus pertinente. Voilà, par exemple, je sais qu'ici l'image elle est cassée, il faudrait que normalement il y ait une petite image, un petit icône qui s'écrive. Si on clique ici sur les méthodes qui sont employées par de Bitcoin Research Lab, ça nous renvoie directement dessus avec un espèce de glitch ici. Tout ça, je suis conscient. Je suis conscient de tout ça, mais il y a certainement d'autres choses qui sont possibles d'être améliorées. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Si ce tuto vous a plu déjà, allez remercier notre cher Bitcoin Researcher. Dites-moi si ça vous a plu et qu'est-ce que je peux améliorer. Et ensuite, si vous utilisez cette application,
n'hésitez pas à nous aider pour qu'on puisse développer une appli qui soit accessible à tous, qui puisse donner à tous la meilleure information possible et qui soit la plus utile et la plus didactique pour tout le monde. Voilà, c'était le prochain. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao!